Oui, j'entends. Alors, cher maître, cher témoin de vous. Alors, on peut commencer? Oui, oui, je vous D'accord. attends. Alors, cher maître, chers confrères, permettez-moi de vous présenter le cours d'aujourd'hui qui va porter sur les nouvelles recommandations européennes concernant les valvulopathie régurgitantes. Ces recommandations ont été présentées durant le congrès virtuel de la Société européenne de cardiologie en janvier 2021. Pour cela, nous allons adopter le plan suivant. On va voir en premier l'insuffisance mitrale, puis l'insuffisance aortique et finir par l'insuffisance tricuspide. Et on va voir les principales modifications concernant le choix de prothèses, l'anticoagulation ou la coronaropathie, avant de conclure. Alors, pour l'insuffisance mitrale, on commence par un petit rappel. C'est la deuxième valvulopathie après le revêtement aortique calcifié en Europe. Et se définit par un défaut d'étanchéité des valvules mitraux entraînant un reflux de sang du VG vers l'OG en systole, pendant la systole. Et peut être primaire par atteinte forte de l'appareil ventriculaire ou secondaire à une pathologie de ventricule gauche, en l'occurrence la cardiopathie ischémique. Et peut être aussi aiguë, compliquant un IDM à la phase aiguë ou une endocarditis infectieuse. Dans ce cas, une urgence chirurgicale. Les nouvelles recommandations ont porté essentiellement sur l'IM secondaire, sur quelques modifications des indications opératoires. Alors, comme rappel physiopathologique, l'IM primaire est dû essentiellement à une atteinte propre de l'appareil valvulaire d'origine le plus souvent rhumatismale dans notre contexte ou dégénérative ou compliquant l'endocardite, comme séquelle. Ceci va induire un reflux de sang du VG vers l'OG durant la systole ventriculaire, ce qui va être responsable d'une surcharge volumétrique du ventricule gauche, qui va conduire à long terme à un état de CMD valvulaire avec comme complication des OAP à répétition, la FA et la dysfonction VG. Concernant l'IM secondaire, ou plutôt les IM secondaires, car celles-ci diffèrent selon les mécanismes prédominants dans sa cervelle. Peut-être le plus souvent une dilatation du VG par un remodelage post-ischémique, par exemple, ou post-inflammatoire. Ainsi, les muscles papillaires seront déplacés dans les deux axes antéro-postérieur et médiolatéral, s'éloignant du plan de l'anneau et décalant le point de compassion des fluides mitraux vers la cavité ventriculaire. Ou une dysfonction du pilier qui intéresse surtout les piliers postérieurs car elle est le moins vascularisée, va être responsable de rétraction des valvulaires, surtout la valve postérieure. Enfin, la dilatation de l'anneau apparaît comme un facteur aggravant l'IM par aggravation du défaut de compassion. Ceci peut être responsable d'une aggravation de l'IVG par le biais de la surcharge volumétrique et de la F. Alors, concernant les nouvelles recommandations, pour les critères de sévérité, il n'y avait pas beaucoup de modifications par rapport à celles de 2017, avec un critère qualitatif NG large en double couleur, dépassant la moitié de l'OG ou excentrique tapissant la paroi latérale, dense triangulaire et holosystolique en douleur continue. Pour les critères semi-quantitatifs, on retrouve une vena contracta supérieure à 7 mm, inversion de grande S au flux pulmonaire, et entre eux, dominante dépassant 1,2 m par seconde, un rapport des ITV et ITV mitral sur l'ITV aortique supérieur à 1,4. Pour les critères quantitatifs de sévérité, on retrouve une surface de l'orifice régurgitant supérieure à 40 mm², un volume régurgitant supérieur à 60 ml et une fraction de régurgitation supérieure à 50%. Ces chiffres concernent les deux variétés, aussi bien l'IM primaire que l'IM secondaire, contrairement à celle à la recommandation de 2017, où le sort était de 20 mm² et le volume régurgitant était juste de 30 ml pour les IM secondaires, suite aux grandes études MITRA-FR en Europe et COAPT aux États-Unis qu'on va voir par la suite. Cette figure montre bien que la survie des IM sévères diminue selon le degré de dilatation de l'oreillette gauche. La mortalité à 5 ans peut atteindre 42% dans le groupe où la surface de l'orifice régurgitant est supérieure à 40 mm². Alors, les chiffres de dilatation des cavités gauches en faveur de l'IM sévère sont un diamètre télésystolique supérieur à 40 mm, une oreillette gauche dilatée avec un volume supérieur à 60 ml par mètre carré, ou un diamètre antéro-postérieur supérieur à 55 mm. Alors, pour les indications opératoires, selon les nouvelles recommandations, la chirurgie est indiquée chez les patients asymptomatiques en présence d'une dysfonction VG, effet inférieur à 60%, ou une dilatation du VG avec un diamètre télésystolique du VG supérieur ou égal à 40 mm plutôt que 45 mm selon celle de 2017. Ce schéma montre effectivement que la mortalité varie dans le sens contraire que la FEVG. Environ 50% c'est la FE entre 40 et 60%,
et ne dépasse pas 80%, c'est la FE, dépasse 80%, c'est la FE inférieure à 45%. Et augmente également chez les patients avec diamètre télésystolique supérieur à 40 mm, comme le montrent les résultats de cette étude multicentrique ayant inclus plus de 700 patients avec un suivi médian de 10 ans. Alors, la chirurgie doit être également considérée en présence d'une FA ou si les pressions pulmonaires sont supérieures à 50 mm du mercure. La survenue de l'FA permanente ou paroxystique est un puissant facteur de risque d'insuffisance cardiaque et de mortalité, comme le montrent les courbes de survie selon la FA, 60 versus 80% pour les patients en sinusale. Donc, en présence d'une FA, une correction chirurgicale de l'IM doit être considérée même si le patient demeure asymptomatique. Sinon, de même, en présence de pression pulmonaire dépassant 50 mm de mercure au repos, la mortalité est nettement supérieure, 40% versus 18% à 5 ans de suivi. En 2A toujours, une réparation mitrale doit être considérée chez les patients asymptomatiques en présence d'une OG dilatée au-delà de 60 ml par mètre carré ou un diamètre supérieur à 55 mm, jugé par la HARCHIM et qu'une réparation durable est probable. Comme le montre cette figure, la survie peut diminuer jusqu'à 40% si l'oreillette gauche dépasse 60 ml par mètre carré, alors que ne dépasse 80% si elle est non dilatée. En 2B, une chirurgie peut être considérée chez les patients symptomatiques à bas risque jugés par la HARCHIM. Le transcathéter edge-to-edge repair ou le mitraclip peut être considéré chez les patients symptomatiques avec un risque chirurgical élevé et qui répondent bien sûr aux critères échographiques d'éligibilité qu'on va voir par la suite. Alors, pour récapituler, pour l'IM primitif, on distingue deux groupes de patients selon la présence ou non de symptômes. Pour les patients symptomatiques, l'indication idéale reste la chirurgie. Celle-ci dépend, bien entendu, du risque opératoire jugé par la HACIM. Si risque élevé d'échec, un traitement palliatif doit être envisagé. Sinon, une chirurgie de remplacement ou de réparation, si elle est possible, est indiquée. Le mitraclip peut être applicable aux patients inopérables s'ils répondent aux critères anatomiques qu'on va voir par la suite. En présence de symptômes, la chirurgie est indiquée si dysfonction VG, soit une FE inférieure à 60% ou un diamètre télésystolique supérieur à 40 mm. En deuxième lieu, en présence de FA ou de PAPS supérieur à 50 mm de mercure. Enfin, en absence de tous ces paramètres, une plasie mitrale peut être considérée si l'oreillette gauche est dilatée. Sinon, on aboutira à un suivi des patients. Pour les IM secondaires, une chirurgie est indiquée en classe 1 chez les patients restant symptomatiques malgré un traitement d'essence cardiaque optimisé, incluant la resynchronisation si elle est réalisable. Et cette décision sera jugée bien sûr par la RALP. Pour les patients inopérables souffrant d'une coronariopathie ou d'une autre valvulopathie, une angioplastie ou un TAVI, si le patient présente un rissement aortique par exemple, suivi par le mitraclip, doit être considéré. Et pour les patients nécessitant une chirurgie cardiaque pour une autre cause, pontage par exemple, un geste associé sur la mitrale est recommandé. Enfin, une chirurgie peut être considérée chez les patients jugés aptes par la HALP. Pour le mitraclip, il s'agit d'un traitement interventionnel qui permet, grâce à une pince métallique introduite par voie veineuse centrale, de corriger la fuite mitrale en solidarisant les deux filets mitraux. Pour les critères d'inclusion, sont une IM secondaire sévère symptomatique et résistante au traitement médical avec une FEVG comprise entre 20 et 50%, un diamètre télésystolique ne dépassant pas 70 mm, avec au moins une hospitalisation pour urgence cardiaque dans l'année précédente, et des critères anatomiques favorables, qui sont un G central avec un regard de A2P2, un défaut de coaptation supérieur à 10 mm, absence de calcification, une SOR supérieure à 40 mm, une mobilité valvulaire conservée et un tensique inférieur à 10 mm. Pour le critère d'exclusion, il s'agit surtout d'une invalidité ou fragilité sévère, une cardiopathie causant une insuffisance cardiaque autre, la CNT ischémique ou idiopathique, à savoir la CMH ou la cardiopathie restrictive ou la péricardite constrictive, cardiopathie infiltrative type amylose ou sarcoïdose, une pression pulmonaire systolique supérieure à 70 mm de mercure, une instabilité hémodynamique avec une PAS inférieure à 90 mm de mercure, un choc cardiogénique ou les cellules de drogue inotrope, dysfonction VD modérée à sévère, une SOR inférieure à 40 mm ou présence d'une autre indication chirurgicale associée, pontage ou un autre remplacement valvulaire. Alors, deux grands essais ont étudié l'impact du mitraclip sur la survie chez les patients présentant l'IM secondaire sévère, COAPT aux États-Unis et METRA-FR en France, avec des résultats contradictoires. Bénéfice dans l'étude américaine, avec réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque,
mortalité à 1 an et réduction de remodelage ventriculaire gauche. Mais dans l'étude française, il n'y avait pas de différence significative. Ceci est dû essentiellement au biais de sélection des patients et aux critères anatomiques de sévérité qui varient dans les deux études. Pour l'étude française, il s'agit d'une sort inférieure à 30 mm² avec un volume de VG plus grand allant de 250 ml. Et dans l'étude américaine, on retrouve une sort supérieure à 40 mm² avec un volume de ventricule gauche plus diminué à 199 plus ou moins 67 ml. Donc, à la lumière de ces deux études, un nouveau concept est défini est celui de l'IM proportionné et l'IM disproportionné. Cela se base en rapportant la surface d'orifice régurgitant sur le volume télédiastolique du VG. Alors, quand l'IM est dû essentiellement à la dilatation de ventricule gauche, dans ce cas, on aura un rapport bas, on part d'une IM proportionnée. Le traitement médical visera essentiellement le ventricule gauche avec traitement d'insuffisance cardiaque ou une resynchronisation scellée indiquée. Pour les IM qui ne dépendent pas du volume de ventricule gauche, ils ont un rapport sort sur volume télédiastolique supérieur à celui de l'IM proportionné. Le traitement se base essentiellement sur la valve mitrale, mitraclip ou chirurgie. Ceci était la base de la modification des critères de sévérité quantitative de l'IM secondaire, alors passant de 20 à 40 mm² et un volume régurgitant passant de 30 à 60 ml. Alors, pour l'insuffisance aortique, on commence par un petit rappel. Il s'agit d'un défaut d'étanchéité des valves sigmoïdes entraînant une régurgitation de sang de l'aorte vers le VG durant la diastole. Elle peut être également aiguë, consistant en une urgence chirurgicale compliquant une dissection aortique, endocardite ou traumatique, ou chronique sur bicuspidie, maladie annulo-ectasiante ou rhumatismale. Les nouvelles recommandations étaient indiquées surtout pour les indications opératoires. Pour un petit rappel physiopathologique, donc l'insuffisance aortique est due à une maladie sigmoïde aortique, peut-être d'origine rhumatismale, dégénérative. Cela va causer un reflux de sang de l'aorte vers le VG durant la diastole, créant une surcharge volumétrique du VG, aboutissant à long terme à une CMD valvulaire. Pour les nouvelles recommandations, critères sévérité, on n'a pas connu de changement par rapport à celle de 2017, avec comme critères qualitatifs une morphologie anormale, défaut de coaptation ou un jeu valvulaire anormal, un G dense ou d'ampleur continue, avec un effet télédiastolique supérieur à 20 cm par seconde. Pour les critères semi-quantitatifs, on retrouve une vena contracta supérieure à 6 ou un PHT inférieur à 200 millisecondes. Pour le critère quantitatif, on retrouve une sort supérieure à 30 mm², un volume régurgitant supérieur à 60 ml, avec dilatation de ventricule gauche, bien sûr. Alors, on passe aux indications opératoires de l'IA chronique. Pour les patients asymptomatiques, un remplacement de la valve aortique est recommandé en présence d'une dilatation ou dysfonction VG, avec comme des chiffres un diamètre télésystolique supérieur à 50 mm ou 25 mm² indexé, ou une FVG inférieure à 50%. Alors, Popovic et son équipe ont bien montré ces données en objectivant l'augmentation exponentielle de risque de décès chez les patients et dépasse ces chiffres. 2% c'est le diamètre télésystolique inférieur à 20 et 25% c'est les supérieurs à 25 mm². De même pour la FEVG. Toujours en absence de symptômes, la chirurgie peut être considérée si la FEVG est inférieure à 57% ou si le diamètre télésystolique du VG est supérieur à 20 mm². Une réparation aortique également peut être considérée chez les patients sélectionnés dans des centres de référence. Alors, pour récapituler, que le patient soit symptomatique ou non, un remplacement de la valve aortique est indiqué en présence d'une autre indication opératoire, par exemple un pontage ou une autre valvulopathie. Et un geste sur l'aorte ascendante doit être considéré chez les patients qui présentent un diamètre de l'aorte ascendante supérieur à 55 mm chez tous les patients, supérieur à 45 mm si patient atteint de maladie de Marfan, avec des facteurs de risque ou présentant une mutation des gènes TGF, BR1 ou BR2, ou supérieur à 50 mm si bicuspidie avec facteur de risque ou coartation de l'aorte. Alors, les facteurs de risque sont antécédents personnels ou familial de dissection aortique, insuffisance aortique ou mitrale sévère, désir de grossesse, HTA ou progression de la dilatation de plus de 3 mm par an. Alors, pour récapituler, la chirurgie est indiquée en présence d'une IA sévère, soit symptomatique,
soit asymptomatique associé à une dilatation de la route ascendante ou asymptomatique associé à un retentissement sur le VG avec un diamètre systolique supérieur à 50 mm ou une FEVG inférieur à 50. Sinon, un suivi est préconisé. On passe à l'insuffisance tricuspide. Alors, un petit rappel, il s'agit d'un défaut d'étanchéité des valvules tricuspides entraînant un retour du sang du VD vers le l'OD. Elle est souvent secondaire, compliquant le cardiopathie gauche ou épilopathie chronique, et peut être primitive. Dans ce cas, elle est souvent associée à une valvulopathie gauche. Une nouvelle recommandation intéresser quelques modifications. Alors, un petit rappel physiopathologique. Il peut s'agir rarement d'une unité primitive causée par un RA ou d'origine carcinoïde. Dans ce cas, comme je l'avais dit, elle est souvent associée à une valvulopathie gauche. Elle est surtout secondaire, compliquant une cardiopathie gauche ou une HTP, qu'elle soit primitive ou secondaire et épilopathie chronique, ou une IVD type ischémique, par exemple. Cela va créer une surcharge volumétrique du VD, aboutissant à une dilatation du VD à l'autre. Une nouvelle recommandation européenne pour les critères de sévérité n'avait pas de changement par rapport à celle de 2017, avec un jeu anormal, dans triangulaire à pantopulaire continu. Celui continuation retrouvée maintenant contre un à 7, et une rayoplisation à 9, un versement S au flux veineux des veines hépatiques, avec une ampleur prédominante supérieure à 1 mètre par seconde. Pour le critère quantitatif, on retrouve une sort supérieure à 40 mm carré ou un volume régurgitant supérieur à 45 mm avec une dilatation des cavités droites. Pour les indications opératoires lytique chronique, pour lytique primaire, la chirurgie est recommandée chez tous les patients, avec une lytique sévère prévue pour une chirurgie du cœur gauche, ou pour les patients symptomatiques avec une lytique isolée sans dysfonction sévère du VD. Il doit être considéré si elle est modérée et si une chirurgie du cœur gauche est technique. Pour l'IT secondaire, la chirurgie est recommandée en classe 1 en cas d'IT sévère et en classe 2A. C'est les modérés au moyen avec un anneau plus de 40 mm en présence d'une indication opératoire du cœur gauche. Et toujours en 2A, la chirurgie est recommandée au sujet avec une IT sévère symptomatique ou compliquée d'une dilatation du VD avec ou sans chirurgie du cœur gauche. Et en absence de dysfonction VGR sévère du VG ou du VD ou de l'HTP sévère. On passe au choix de la prothèse. Alors, la prothèse mécanique est recommandée selon le désir du patient en l'absence de contre-indication pour l'anticoagulation à long terme, à savoir comorbidité à risque hémorragique, absence d'adhérence thérapeutique, aussi recommandée présence de facteurs accélérant la dégénérescence de la prothèse, à savoir un âge inférieur à 40 ans, hémodialysé ou l'hyperparathyroïde. Ça doit être considéré si le patient est déjà sous anticoagulation pour une autre prothèse mécanique. Et le prothèse mécanique doit également être recommandée en position aortique si l'âge inférieur à 60 ans et mitral si l'âge est inférieur à 65 ans. Aussi, la chirurgie de Redix ou un TAVI serait à haut risque opératoire et peut être recommandée si le patient reçoit une anticoagulation à long terme due à un risque thromboembolique, à savoir une FA ou une thromboembolique veineuse ou une embolie pulmonaire ou présence d'anticorps antiphospholipide. Une bioprothèse serait recommandée selon le choix du patient après son information et si une bonne anticoagulation est improbable. Si risque hémorragique, par exemple, l'observance du traitement. Si l'espérance de vie du patient est inférieure à celle présumée de la bioprothèse ou en cas de survenue de thrombose de prothèse mécanique malgré un bon contrôle d'anticoagulation. Elle doit être considérée si la chirurgie de Redix serait à faible risque en cas de dégénérescence de bioprothèse, par exemple. Jeunes femmes avec un désir de grossesse, des personnes âgées, 65 ans, position aortique, 70 ans, position mitrale, et peut être considéré chez des patients déjà sous AOD pour un risque thromboembolique. On passe à l'anticoagulation. Pour les objectifs INR, ceci varie selon la présence ou non de facteurs de risque thrombogènes, qui sont remplacement en position mitrale tricuspide, antécédent thromboembolique, présence d'une FA, d'un RM ou d'une FA moins de 35%. Dans ce cas, l'objectif INR augmente de 3 à 3,5. Pour les patients sous AVK, un arrêt temporaire est recommandé avec un INR inférieur à 1,5 pour les gestes opératoires. Pour switcher, les héparines HLF ou HBPM sont recommandés. La reprise ou le début des AVK est recommandé à J1 post-op en cas de prothèse mécanique. Les héparines sont débutées quant à
à 12 à 24 heures post-op en cas d'indication de traitement anticoagulant en post-op. Les antivitaminiques K sont recommandés à vie pour tous les patients avec une prothèse mécanique. Une autorégulation d'INR est recommandée à condition que le patient soit bien entraîné et approprié pour le contrôle. Pour les bioprothèses, une anticoagulation orale est recommandée en présence d'une autre indication, par exemple l'UEFA. Les AOD doivent être considérés par rapport aux AVK dans les 3 mois post-implantation de la bioprothèse en présence de fibrillation atriale. Et enfin, il n'y a pas de place aux AOD pour les patients avec prothèse mécanique. L'aspirine à faible dose ou un AVK doit être considéré dans les 3 mois suivant une implantation de bioprothèse en position aortique. Alors qu'en position mitrale tricuspide, seuls les AVK sont recommandés. Enfin, une association aspirine-AVK peut être considérée chez les patients porteurs de prothèses mécaniques qui souffrent également de maladies athéromateuses, avec bien sûr un faible risque hémorragique. Alors, on passe à la coronaropathie associée. Contexte diagnostiqué une coronaropathie. Alors, une coronarographie pré-op est recommandée si histoire de maladie cardiovasculaire, suspicion d'ischémie myocardique sur des critères cliniques ou électriques, dysfonction VG, homme âgé plus de 40 ans et femme ménopausée, ou présence de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et coronarographie également recommandée en cas de présence d'ILM secondaire sévère, comme bilan préopératoire. Et enfin, le coron scalaire doit être considéré comme alternatif chez les patients avec une faible probabilité de coronaropathie. Concernant la revascularisation, un pontage est indiqué en présence d'une sténose coronaire de plus de 70%, 50% si tronc commun ou avec une FFR inférieure à 0,8 et doit être considéré c'est la sténose variant entre 50 et 70%. Enfin, une angioplastie est préconisée si une procédure de mitraclip est indiquée avec une sténose de plus de 70%. On passe à la gestion de la fibrillation atriale. Alors, pour l'anticoagulation, la prévention des accidents emboliques, les AOT, sont préférés par rapport aux AVK chez les patients souffrant d'IM ou d'IA en FA. Ils ont montré la non-infériorité versus les AVK avec en parallèle une réduction significative du taux de saignement grave, en particulier intracrânien, comme le confirme cet essai en double aveugle comparant le rivaroxaban à la warfarine, objectivement une nette diminution des événements hémorragiques graves dans le groupe AOT. Une ablation de la FA doit être considérée également chez les patients prévus pour chirurgie valvulaire, en absence de facteurs de récidive, à savoir la taille de l'oreillette gauche, l'âge, une maladie rénale. Et enfin, l'occlusion de l'auricule gauche doit être considérée pour réduire le risque thromboembolique chez les patients en FA prévus pour chirurgie. Ce travail de l'IFC portant à comparer la fermeture de l'auricule gauche et les AOT, incluant plus de 1000 patients dans les 2 groupes, le suivi moyen était de 732 jours, durant lesquels l'incidence des AVC ischémiques n'a pas été significativement différente entre les 2 groupes, alors que l'incidence des hémorragies majeures a été moindre, 6% versus 10%, de même que la mortalité cardiovasculaire, 2,8%, 5%, et la mortalité totale, 8% dans le groupe fermeture de l'auricule gauche versus 15% dans le groupe rivaroxaban dans le groupe fermeture de l'oreillette gauche. Donc, ma présentation arrive à sa fin. Merci de votre attention. Bon, merci, Dr Slimaoui. Mais franchement, moi, la moitié de ta présentation, je ne l'ai pas entendue. Je ne sais pas, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est toi qui as un problème au niveau de la connexion? Je ne sais pas les autres. Vous avez bien entendu? Je crois que… Pas très bien, madame. Hein? Moi, il y a des chapitres où ça vraiment, ça a bugué. Il y avait du silence. Il y a des parties. De mon côté, moi, Il y j'ai… avait un problème de son, madame. Pardon? On a eu un problème de son aussi. D'accord. OK. Bon, ceux qui ont bien entendu, ce n'est pas grave. Alors, la discussion est ouverte. Est-ce que vous avez des commentaires? Franchement, Slimaoui, je ne peux pas te faire de vrais commentaires parce que je ne sais pas, est-ce que des fois même l'image disparaissait. D'accord, c'est dommage, madame. Peut-être je vais voir avec toi demain, mais franchement, je ne peux pas te faire des remarques. D'accord, je m'excuse. Non, ce n'est pas ta faute, c'est la faute de l'Internet. De mon côté, madame, il n'y avait pas eu de coupure. Je pense que l'enregistrement, il sera correct. En tout cas, de mon côté, l'enregistrement, il n'y a pas eu de coupure.
Eh ben, c'est très bien, c'est l'essentiel. Bon, d'accord. Alors, les jeunes, vous avez des questions